Le lustre en cristal au-dessus de la table à manger projetait une lumière parfaite sur la plus belle vaisselle de maman. 23 membres de la famille remplissaient la maison de nos parents pour Thanksgiving. J'étais en retard à cause d'une réunion du conseil d'administration qui s'était prolongée, mais j'étais enfin là. « Émilie est là », annonça tante Linda à mon entrée. Elle a enfin décidé de rejoindre le club des gens qui réussissent. Des rires parcoururent la table. Je me glissai sur la seule chaise libre entre papa et mon petit frère, Marcus. On parlait justement de la promotion de Marcus, dit maman, rayonnante. Vice-président régional à 32 ans. Tu imagines? Félicitations, dis-je sincèrement. Marcus sourit en coin. Merci. Il fallait bien que quelqu'un dans la famille comprenne comment fonctionnent les vraies carrières. De nouveaux rires fusèrent. Je me concentrai sur mon assiette. Papa s'éclaircit la gorge. Un silence se fit à table. Il avait ce regard, celui qui annonçait qu'il allait dire quelque chose. Émilie, commença-t-il. Il faut qu'on parle de cette phase entrepreneuriale que tu traverses. Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. Ça fait quoi, 7 ans maintenant, poursuivit papa. Tu as 35 ans. Tu vis dans ce minuscule appartement. Tu conduis une Honda de 10 ans. Et tu continues d'insister sur le fait que tu diriges une entreprise. Je dirige une entreprise, dis-je doucement. Une vraie entreprise à des bureaux, intervint ma sœur Victoria. Elle était avocate d'affaires. Qu'on ne l'oublie jamais. Une vraie entreprise à des employés. Tu vois bien ce que tu fais? Créer des sites web? Développer des logiciels de cybersécurité? Corrigez-je. Papa fit un geste de la main, comme pour balayer la question d'un revers de main. Peu importe, il est temps d'arrêter de faire semblant. Marcus, parle à ta sœur du poste vacant au service informatique de ta boîte. Un poste débutant, dit Marcus sans même me regarder. 45 000 $ au départ. Il faudra gravir les échelons, mais au moins c'est légal. Je posai ma fourchette. Ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. La voix de papa monta d'un ton. Tu ne t'intéresses ni à la stabilité, ni à la respectabilité. Tu sais ce que les gens répondent quand ils demandent ce que font mes enfants? Je peux dire avocate et directrice des ventes. Alors je suis obligée de marmonner un truc du genre, tu travailles dans la tech, comme si tu étais une sorte de freelance. David, maman lui a touché le bras, mais il s'est dégagé. Non, Margaret. Ça suffit. Émilie, tu fais honte à la famille. Tes cousins te demandent des nouvelles. Nos voisins te demandent des nouvelles. Qu'est-ce que je suis censée répondre? Que ma fille passe son temps sur l'ordinateur dans son appartement et qu'elle appelle ça de l'entrepreneuriat. Un silence de mort s'était abattu sur la table. Tous les regards étaient braqués sur moi. Arrête de jouer à l'entrepreneur, a dit papa, chaque mot pesant. Ça fait honte à la famille. Grandis un peu. Trouve-toi un vrai travail. Intègre le monde du travail comme tout le monde ici. Oncle Robert a acquiescé. Il a raison, Émilie. On le pense tous. Ce truc de tech, c'est un passe-temps, au mieux. Un passe-temps très coûteux. Victoria a ajouté. J'ai entendu dire que tu as refusé un prêt de papa l'année dernière. Sûrement parce que tu savais que tu ne pourrais pas le rembourser. Je ne l'avais pas refusé. Je n'en avais pas besoin, mais je n'ai rien dit. Et Linda se pencha en avant. Ma chérie, on te dit ça parce qu'on t'aime. Il est temps d'affronter la réalité. Tu n'as plus 25 ans. Tu as besoin d'avantages sociaux. Tu as besoin d'un plan d'épargne retraite. Tu as besoin de légitimité. La table approuva d'un murmure. Absolument tout le monde. Je regardais ma famille, leurs montres de luxe et leurs vêtements de marque, leurs jugements et leurs certitudes. Ils n'en avaient aucune idée. Aucun d'eux. J'apprécie votre sollicitude, dis-je doucement. Alors tu vas accepter le poste? Demanda Marcus. J'apprécie votre sollicitude. Non pas que je sois d'accord. Le visage de papa se crispa. Incroyable. Absolument incroyable. Tu es assise là, vêtue de vêtements que tu portes probablement depuis 5 ans, et tu as l'audace de... Je crois que je devrais y aller, l'interrompis-je en me levant. Tu t'enfuis, dit Victoria, comme d'habitude. J'attrapai mon manteau.
Maman me suivit jusqu'à la porte. Émilie, s'il te plaît. Ton père s'inquiète juste pour toi. Je sais, maman. Peut-être devrais-tu réfléchir à ce que Marcus a dit à propos du poste en informatique. Je l'embrassai sur la joue. Joyeux Thanksgiving. Je suis rentrée en voiture. Mon minuscule appartement, un modeste 2 pièces à Austin, que j'avais délibérément choisi pour rester discret. J'avais vite compris qu'afficher ma richesse attirait les questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. Ce soir-là, assis dans mon bureau, je contemplais les 19 écrans affichant les données en temps réel de Secure Core Technologies. Mon entreprise, celle que j'avais bâtie de toutes pièces 7 ans plus tôt, avec 2 cartes de crédit à découvert et une idée que tout le monde jugeait irréalisable. Valorisation actuelle, 127 millions de dollars. 340 employés répartis entre des bureaux à Austin, Seattle et Londres. Clients, 47 entreprises du Fortune 500, 12 agences gouvernementales et plus de 200 PME. Chiffre d'affaires annuel, 89 millions de dollars, en pleine croissance. Mais bien sûr, je faisais semblant. J'avais lancé Secure Core dans mon véritable petit appartement, un studio dans un quartier défavorisé, car c'était tout ce que je pouvais me permettre après mes études. J'avais un diplôme d'informatique de l'Université du Texas à Austin, financé à contre-cœur par mon père, car au moins, c'était un domaine pratique. Il aurait voulu que je trouve un bon poste en entreprise. Avantages sociaux, stabilité, un bureau. Je voulais résoudre un problème que j'avais identifié lors de mon stage de fin d'études. Toutes les plateformes de cybersécurité du marché étaient réactives. Elles attendaient les failles de sécurité, puis se dépêchaient de les corriger. J'ai conçu quelque chose de différent, une IA prédictive qui apprenait les schémas d'attaque et empêchait les intrusions avant même qu'elles ne se produisent. Tout le monde disait que ça ne marcherait pas. La technologie n'était pas encore au point. Le marché n'était pas prêt. J'étais trop jeune, trop inexpérimentée, trop femme pour être prise au sérieux dans la cybersécurité. Je l'ai créé malgré tout. Les 2 premières années ont été terribles. Je vivais de nouilles instantanées et de café. Je codais 18 heures par jour. J'ai appris seule les techniques avancées d'apprentissage automatique, car je n'avais pas les moyens d'embaucher quelqu'un qui s'y connaissait. J'ai présenté mon projet à 47 sociétés de capital risque et j'ai essuyé 4 rejets. Revenez quand vous aurez fait vos preuves, me disaient-ils tous. Alors, j'ai fait mes preuves. J'ai décroché mon premier client, une compagnie d'assurance de taille moyenne, en lui offrant 3 mois gratuits. Ils étaient désespérés après qu'une attaque de ransomware leur ait coûté 2 millions de dollars. Mon logiciel a empêché. L'attaque suivante, puis la suivante, et encore la suivante. Ils ont payé. Puis ils en ont parlé à leurs contacts du secteur. Et ces contacts ont payé à leur tour. Au bout de 3 ans, j'avais 12 employés et un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars. J'ai gardé mon appartement, ma vieille voiture. J'ai dit à ma famille que je m'en sortais bien avec mon activité de consultant en informatique. Au bout de 5 ans, nous avions percé le marché des entreprises du Fortune 500. JP Morgan Chase est devenu client après que mon logiciel a détecté et empêché une attaque de phishing sophistiquée qui aurait compromis 200 000 comptes clients. Ce contrat à lui seul valait 8 millions de dollars par an. Les employés adoraient travailler chez Secure Core. Nous proposions des actions, des congés payés illimités, la possibilité de travailler entièrement à distance et une culture d'entreprise qui valorisait réellement l'innovation plutôt que les interactions en face à face. Notre taux de fidélisation était de 94%. Notre note sur Glassdoor était de 4,8 étoiles. Je conduisais toujours ma Honda, je vivais toujours dans mon modeste appartement, j'assistais toujours aux réunions de famille et je m'habillais chez Target. Parce que dès qu'ils savaient que j'avais de l'argent, tout changeait. Ils voulaient des choses. Des investissements dans les idées géniales de Marcus, des prêts pour la maison de vacances de Victoria. Ils me traitaient différemment. Non pas parce qu'ils respectaient ce que j'avais construit, mais parce qu'ils convoitaient mon accès. Alors, je me suis tue. Je suis resté discret à leurs yeux. J'ai bâti mon empire dans l'ombre, tandis qu'ils me croyaient en train d'échouer. Ce que ma famille ignorait, c'est que le magazine Fortune menait une enquête pour un article sur les géants de la tech méconnus. Des PDG à succès qui avaient bâti des entreprises colossales sans le tapage médiatique habituel de la Silicon Valley. Pas de lancement de produits spectaculaires,
Pas de couverture médiatique importante, juste des entreprises solides qui résolvaient de vrais problèmes. Leurs chercheurs avaient découvert Secure Core. Ils avaient été impressionnés par notre croissance, notre portefeuille client et notre absence totale des médias technologiques traditionnels. En septembre, 3 mois avant Thanksgiving, ils m'ont contacté. Nous aimerions vous présenter dans notre numéro spécial entreprise de l'année, m'a dit le rédacteur en chef. Vous avez bâti quelque chose de remarquable tout en restant complètement dans l'ombre. C'est exactement l'histoire que nous voulons raconter. J'avais hésité. Rendre l'affaire publique signifiait que ma famille l'apprendrait. Cela signifiait que la séparation soigneusement entretenue que j'avais maintenue s'effondrerait. C'est un grand honneur, m'avait dit mademoiselle Chin, la rédactrice en chef. Nous ne présentons que 5 PDG dans ce numéro. Je repensais au visage de mon père chaque fois qu'il me présentait. À la gêne dans sa voix. À sa façon de changer de sujet aussi vite que possible. Je le ferai, avais-je répondu. Ils avaient passé le mois d'octobre à mener des recherches approfondies. Ils avaient interviewé mes employés, mes clients, les membres de mon conseil d'administration. Ils avaient vérifié chaque chiffre 3 fois, car l'histoire semblait presque trop belle pour être vraie. Une femme de 35 ans bâtit un empire de la cybersécurité de 127 millions de dollars entièrement grâce à ses propres moyens, alors que sa famille pense qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. Le magazine devait sortir en kiosque le vendredi 24 novembre, le lendemain de Thanksgiving. Ils avaient appelé le mercredi soir, la veille de Thanksgiving, pour confirmer les derniers détails. Je faisais mes valises pour partir en voiture chez mes parents. Pour que vous le sachiez, la rédactrice en chef m'avait dit « Nous sommes absolument ravis de cet article. Les photos sont magnifiques. Vous serez en couverture. » Mes mains étaient comme paralysées sur ma valise. La couverture ? Absolument. Le secret de la réussite. Comment Emily Chin a bâti un empire de 127 millions alors que tout le monde la croyait en échec. Ça va être énorme. Je me suis affalée sur mon lit. La couverture. Pas juste un article relégué en page 87. La véritable couverture du numéro spécial PDG de l'année du magazine Fortune. Mademoiselle Chin, cela vous convient ? Oui, j'avais réussi. C'est parfait. Génial. Le numéro sera disponible en ligne vendredi à 6 heures, heure de l'Est. Les exemplaires papier seront en kiosque dès 8 heures. Nous vous enverrons un PDF par email jeudi soir pour que vous puissiez le consulter avant sa publication. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis restée plantée devant mon téléphone pendant 20 minutes. Vendredi matin, tout le monde serait au courant. Le secret serait révélé. Ma famille verrait la couverture. Ils liraient l'article. L'article. Ils sauraient tout. Parfait, me suis-je dit. Qu'ils soient au courant. Je n'ai pas bien dormi à l'hôtel jeudi soir. J'avais quitté le dîner de Thanksgiving plus tôt que prévu et, incapable de rentrer à mon appartement, je me suis installée dans un Marriott près de chez mes parents. Le PDF de Fortune est arrivé à 23h47. Je l'ai ouvert sur mon ordinateur portable et je suis restée bouche bée. La photo de couverture me montrait dans mon bureau sécurisé à Austin. Le vrai, la suite d'angle avec ses baies vitrées donnant sur le lac Lady Bird. J'étais appuyée contre mon bureau, vêtue d'un élégant costume bleu marine qu'ils avaient apporté pour la séance photo. Bras croisés, un léger sourire dans le dos, visible à travers les parois vitrées, mon équipe travaillait à son poste. Le titre s'affichait en gras en haut de la page. Entreprise de l'année, l'Empire secret. En dessous de ma photo, on pouvait lire « Comment Emily Chin a bâti 127 millions de dollars dans la cybersécurité alors que sa famille la croyait ruinée ». À l'intérieur, un article de 6 pages, photos de nos bureaux, graphiques illustrant la croissance de notre chiffre d'affaires, témoignages de clients faisant l'éloge de notre technologie et une interview où j'expliquais ma stratégie de fidélisation. Discrètement, une barre latérale listait nos réalisations. 89 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, 340 employés répartis dans 3 pays, un taux de fidélisation du personnel de 94%, 47 clients du Fortune 500, 12 contrats gouvernementaux, aucun financement extérieur, entièrement autofinancé. Valorisation projetée à 180 millions de dollars d'ici fin 2024. Il y avait même une citation du directeur technique de JP Morgan Chase. La technologie d'Emily Chin nous a sauvés d'une faille de sécurité potentiellement catastrophique.
Secure Core n'est pas seulement bon, c'est le meilleur du secteur. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis allongé dans le noir, me demandant ce que demain me réservait. J'ai quitté l'hôtel à 6h30 et me suis rendu en voiture dans un café près de chez mes parents. Le magazine devait être en ligne maintenant. Je me demandais qui le verrait en premier. Mon téléphone a sonné à 7h15. Bonjour, ai-je répondu. Émilie, où es-tu? J'ai préparé le petit déjeuner. Je pensais qu'on pourrait parler d'hier. Mettre les choses au clair avant que tu ne reprennes la route pour Austin. Je suis à Benu Coffee sur la 6e rue Ouest. Je peux être là dans 10 minutes. Parfait. Ton père est déjà levé. À tout à l'heure. Je suis arrivé à 7h28. La Lexus de papa était garée dans l'allée, à côté de la BMW de Marcus. Super. Il avait passé la nuit. J'ai ouvert la porte avec ma clé. Une délicieuse odeur de café et de bacon embaumait la maison. Dans la cuisine, maman a appelé. Papa était assis au comptoir, absorbé par sa tablette. Marcus consultait son téléphone. Maman était au fourneau. Le café est frais, a-t-elle dit chaleureusement. Il faisait de son mieux. Elle essayait toujours de maintenir la paix. J'ai versé une tasse et me suis appuyée contre le comptoir. Papa a levé les yeux un instant, puis les a replongés dans sa tablette. Toujours en colère à cause de la veille. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Un numéro de New York. La ligne principale du magazine Fortune. J'ai répondu, ici Émilie. Mademoiselle Chin, c'est Jennifer Walsh du magazine Fortune. Je tenais à vous féliciter personnellement avant la parution officielle. L'accueil réservé à l'édition numérique anticipée a été phénoménal. On voit déjà que ça fait le buzz sur LinkedIn et Twitter. J'ai vu papa relever la tête d'un coup. Il me fixait. Merci, ai-je dit. J'apprécie votre appel. Nous aimerions programmer des entretiens de suivi. CNN Business nous a déjà contactés. Bloomberg aussi. Êtes-vous disponible? Puis-je vous rappeler dans 1 heure? Ai-je demandé. Je suis avec ma famille, bien sûr. Félicitations pour la couverture, Mademoiselle Chin. Le titre de personnalité de l'année est amplement mérité. Merci, Jennifer. J'ai raccroché. Un silence complet régnait dans la cuisine. Papa avait posé son iPad. Marcus avait levé les yeux de son téléphone. Maman s'était éloignée des fourneaux. Le magazine Fortune, a dit papa lentement. Oui. Ils vous ont appelé Mademoiselle Chin. C'est mon nom. Marcus a ri. Quoi? Tu as participé à un concours ou quelque chose comme ça? Mon téléphone a sonné à nouveau. J'y ai jeté un coup d'œil. Encore un numéro de New York. Excusez-moi, ai-je dit. Je devrais probablement répondre aussi. J'ai répondu. Émilie Chin. Mademoiselle Chin. Ici David Park de Bloomberg Technology. Nous venons de voir la couverture de Fortune. Nous serions ravis de faire un reportage sur la stratégie de croissance de votre entreprise. Seriez-vous disponible la semaine prochaine? Le visage de papa s'était décomposé. Je vais demander à mon équipe de relations publiques de vous contacter pour programmer quelque chose. J'ai demandé, puis-je avoir votre adresse e-mail? J'ai ouvert mon application de notes et tapé au fur et à mesure qu'il les plaît. C'est noté. Merci, David. J'ai raccroché. 3 paires d'yeux me fixaient. L'équipe de relations publiques a répété Marcus chaque semaine. La cafetière a sonné. Personne n'a bougé. Papa a retrouvé sa voix. Émilie, que se passe-t-il? Le magazine Fortune a publié son numéro spécial PDG de l'année ce matin. Ai-je dit calmement. Je suis en couverture. Le silence s'est prolongé. Maman a posé sa spatule. Ce n'est pas possible, a dit Marcus. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes emails et trouvé le PDF. Je le leur ai tendu. Papa s'est levé si brusquement que son tabouret de bar a failli basculer. Il m'a arraché le téléphone des mains. Ses yeux se sont écarquillés. Il a zoomé sur la couverture. Il lut le titre, fixant ma photo. Ses mains tremblaient.
127 millions, murmura-t-il. Valorisation actuelle. Confirmez-je. Nous devrions atteindre 180 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Marcus arracha le téléphone des mains de Marcus. Son visage changea de couleur tandis qu'il faisait défiler l'article. 340 employés, lut-il à voix haute. Des bureaux à Austin, Seattle et Londres. 89 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Il leva les yeux vers moi. C'est faux. Ça doit être faux. Ce n'est pas faux, dis-je. Maman s'approcha, lisant par-dessus l'épaule de Marcus. Elle porta la main à sa bouche. Papa avait pris son iPad. Ses doigts tâtonnèrent sur l'écran. Le site web du magazine Fortune, marmonna-t-il. Le magazine Fortune. Il le trouva. La couverture s'afficha. Même photo. Même titre. Il lut en silence pendant 30 secondes, puis 1 minute, puis 2 minutes. Sa tasse de café était toujours pleine, posée sur le comptoir où il l'avait laissée. Sa main s'y est portée machinalement, sans qu'il la regarde, absorbé par sa lecture. Il l'a renversée. La céramique s'est brisée sur le carrelage. Le café a giclé sur les placards blancs. Personne n'a bougé pour nettoyer. Papa fixait son iPad, mon visage en couverture du magazine Fortune, puis la tasse brisée à ses pieds. Papa, ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Il a continué sa lecture. Son visage, d'abord pâle, était devenu rouge. Marcus, lui, faisait défiler frénétiquement son téléphone. C'est partout, a-t-il dit. LinkedIn, Twitter, TechCrunch vient d'en parler. Fortune nomme Emily Shinko femme de l'année pour avoir bâti un empire secret de 127 millions. Il m'a regardé, partagé entre le choc et l'horreur. Comment est-ce possible? Je travaille dessus depuis 7 ans, ai-je répondu. Vous saviez tous que je dirigeais une entreprise de technologie. Vous avez juste supposé qu'elle n'était pas rentable. Tu conduis une Honda, a chuchoté maman. J'aime ma Honda. Tu vis dans un tout petit appartement. Il me suffit. Tu t'habilles comme... Elle s'est interrompue, comme si elle n'avait pas d'argent. J'ai terminé. Je sais. C'était intentionnel. Papa a finalement levé les yeux de son iPad. Intentionnel? Oui. Tu nous as volontairement laissé croire que tu étais en train d'échouer. Je t'ai laissé croire ce que tu voulais. Je n'ai jamais menti. Vous avez tous fait des suppositions. Des suppositions? La voix de papa s'est élevée. Tu étais assis à cette table hier soir pendant que je... Il n'a pas pu terminer sa phrase. Pendant que tu me disais d'arrêter de jouer à l'entrepreneur, ai-je dit doucement. Pendant que tu disais que je faisais honte à la famille. Pendant que tout le monde était d'accord pour dire que je devais grandir et trouver un vrai travail. Le silence était assourdissant. Marcus faisait toujours défiler son écran. Il y a une citation ici du directeur technique de JP Morgan Chase. La technologie d'Emily Chen nous a sauvés de ce qui aurait pu être une faille de sécurité catastrophique. Il a levé les yeux. Tu travailles chez JP Morgan Chase? Ils font partie des 47 clients du Fortune 500, ai-je dit. 47, a-t-il répété, hébété. Mon téléphone a sonné à nouveau. J'y ai jeté un coup d'œil. C'est mon directeur financier. Je dois répondre. Je suis entré dans le salon. Salut David. Émilie, tu as vu les réactions? On croule sous les demandes. Le site a planté 2 fois à cause du trafic. J'ai déjà reçu 12 offres de rachat, et il n'est même pas 8 heures. Pour combien? La plus élevée est de 340 millions de dollars. Une société de capital investissement de Boston. Je leur ai dit qu'on n'était pas intéressé par la vente. Mais c'est vrai. J'ai confirmé. Dis-leur merci, mais non merci. Quoi d'autre? 3 autres entreprises du Fortune 500 veulent des démonstrations. Le département de la Défense a appelé. Apparemment, ils ont vu la mention des contrats gouvernementaux et veulent discuter d'une expansion. Oh, et vous êtes en tendance sur Twitter. Numéro 3 aux États-Unis. Je suis allé à la fenêtre. J'ai vu papa et Marcus dans la cuisine, tous les deux les yeux rivés sur leurs écrans. Maman pleurait en silence, serrant un torchon contre elle. Programme les démonstrations, ai-je dit.
Obtiens-moi une réunion avec le département de la Défense la semaine prochaine et demande au service de communication de préparer un communiqué. Quelque chose comme « Être honoré par la reconnaissance de fortune et rester fidèle à notre mission ». Rien de trop extravagant. Compris. Oh, et Émilie. Oui. Félicitations. C'est énorme. Merci, David. J'ai raccroché et suis retourné à la cuisine. J'ai contourné avec précaution la tasse de café cassée que personne n'avait encore nettoyée. C'était mon directeur financier, ai-je dit. Nous avons reçu 12 offres de rachat ce matin. La plus élevée s'élève à 340 millions de dollars. Papa a émis un son étranglé. Je ne vends pas, ai-je poursuivi. Nous grandissons trop vite et je crois en ce que nous construisons. Mais c'est agréable de savoir que le marché nous valorise autant. Marcus avait posé son téléphone. Il me fixait, interloqué. Comment? Il a dit, comment as-tu fait? J'ai créé un meilleur produit. J'ai résolu un vrai problème. J'ai embauché des gens formidables et je les ai bien traités. J'ai réinvesti les bénéfices au lieu de les retirer. Je me suis concentré sur une croissance durable plutôt que sur les gros titres sensationnalistes. J'ai haussé les épaules. Des principes commerciaux de base, en fait. Mais tu as 35 ans, a dit maman. Le même âge que Steve Jobs lorsqu'il a lancé le Macintosh. Papa a finalement pris la parole. Sa voix était creuse. Hier soir, à cette table, je t'ai dit d'arrêter de jouer à l'entrepreneur. Je m'en souviens. Je t'ai dit que tu faisais honte à la famille. Je m'en souviens aussi. Je t'ai dit de trouver un vrai travail. 45 000 dollars par an. Un poste de débutant. Oui. Il posa son iPad avec précaution. Je suis au conseil d'administration de ma société. Je gagne 340 000 dollars par an. Je pensais avoir réussi. Tu as réussi, papa. Tu gagnes plus en un mois que moi en un an. Je n'ai pas répondu. Les chiffres de l'article parlaient d'eux-mêmes. Marcus se leva brusquement. Je dois y aller. Marcus, commença maman. Non, j'ai juste besoin de digérer tout ça. Il prit ses clés et sortit. La porte claqua derrière lui. Maman s'essuya les yeux. Émilie, ma chérie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? M'auriez-vous cru? Si j'étais arrivée il y a 2 ans en disant que je dirigeais une entreprise valant des millions de dollars, est-ce que l'un d'entre vous m'aurait prise au sérieux? Elle ouvrit la bouche, la referma et regarda papa. Non, dit papa doucement. Non, on ne l'aurait pas fait. Et une fois que l'entreprise aurait pris suffisamment d'ampleur pour que tu me croies, tu aurais voulu des choses. Des investissements, des prêts, des opportunités. Ça aurait tout changé. Alors, tu nous as laissé croire que tu échouais. Je t'ai laissé voir ce que tu voulais voir. Tu voulais voir l'échec parce que ça te rassurait sur tes propres choix. Tu voulais la honte de la famille pour te sentir comme les autres. Papa tressaillit comme si je l'avais frappé. C'est dur, Émilie, dit maman. Mais est-ce que c'est faux? Elle ne répondit pas. Mon téléphone vibra. Un message de ma responsable des relations publiques. CNN te veut pour l'émission de demain matin. Oui ou non, répondis-je. Oui. C'est noté. Je dois y aller, dis-je à mes parents. J'ai une entreprise à gérer et apparemment une tournée médiatique à préparer. Émilie, attends, dit papa. Je te dois des excuses. Tu m'en dois plusieurs. Il tressaillit de nouveau. Oui, je te dois des excuses. Hier soir, ce que j'ai dit reflétait vraiment ce que tu ressentais. Je l'ai interrompu. Tu n'as rien dit hier soir que tu ne pensais pas depuis 7 ans. Tu l'as juste dit à voix haute. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Je suis désolée. Je l'ai regardé, cet homme qui avait payé mes études tout en me faisant comprendre que je les gaspillais. Celui qui me présentait aux soirées comme notre fille qui travaille dans la tech, avec une gêne palpable dans la voix. Celui qui m'avait proposé un poste de débutante à 45 000 dollars hier soir, comme s'il me faisait une faveur. J'apprécie tes excuses, ai-je dit, mais je pense que nous avons tous les deux besoin de temps. Du temps pour réfléchir à ce que notre relation est devenue, maintenant que tu ne peux plus faire comme si j'étais le raté de la famille. Son visage s'est décomposé. Maman s'est mise à pleurer encore plus fort.
Je suis allée à la porte, puis je me suis retournée. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu te faire honte. Je voulais juste construire quelque chose de significatif, quelque chose qui ait de l'importance. Et c'est ce que j'ai fait. Que vous en soyez fiers ou non, cela ne change rien à ce que j'ai accompli. Je les ai laissés planter là, dans leur cuisine, avec des morceaux de tasses de café éparpillés sur le sol. La couverture de fortune a tout changé. Dès le lundi, j'avais donné des interviews à CNN, Bloomberg et CNBC. TechCrunch a publié une analyse approfondie de la technologie de SecureCore. Forbes a publié un article de suivi expliquant pourquoi le succès discret d'Emily Chen est si important. L'histoire ne se résumait pas aux chiffres. Elle expliquait le pourquoi. Pourquoi j'étais restée cachée. Pourquoi ma famille n'était au courant de rien. L'auteur de l'article avait saisi quelque chose qui a touché les gens. L'idée que le succès ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Mon profil LinkedIn a explosé. J'ai gagné 50 000 abonnés en 3 jours. Ma messagerie privée était inondée de messages d'autres entrepreneurs rejetés par leur famille. De femmes du secteur technologique à qui on avait dit qu'elles ne pouvaient pas créer d'entreprise, de personnes sous-estimées qui avaient discrètement prouvé à tous qu'ils avaient tort. Les offres de rachat continuaient d'affluer. Mercredi, nous en avions reçu 47. La plus élevée s'élevait à 680 millions de dollars. Je les ai toutes refusées. Marcus a appelé mardi. On peut parler. Nous nous sommes retrouvés dans un café à mi-chemin entre son bureau et mon appartement. J'ai repensé à ce que tu as dit, a-t-il commencé, à propos du fait qu'on voulait que tu échoues pour qu'on puisse avoir l'impression d'avoir réussi. Et tu avais raison. Il fixait son latte. Quand tu es arrivé dans ta vieille voiture, habillé comme chez Target, ça m'a fait plaisir. Comme si j'avais fait les bons choix et que tu avais fait les mauvais. Comme si c'était moi l'intelligent. Et maintenant, je réalise que je suis vice-président régional d'une entreprise que quelqu'un d'autre a bâtie. Je gagne bien ma vie. J'ai un beau titre. Mais toi, tu as construit quelque chose. Tu as créé quelque chose à partir de rien. 340 personnes dépendent de toi. Tu résous de vrais problèmes. Ton travail est important aussi, Marcus. N'est-ce pas? Il a ri amèrement. Je fais de la paperasse et je gère des secteurs de vente. Toi, tu protèges littéralement les données financières de millions de personnes. Des rôles différents, tous deux nécessaires. Il leva les yeux vers moi. Je suis désolé pour hier soir, et pour tous les dîners de famille précédents. Pour toutes les fois où je t'ai rabaissé pour me sentir important. J'accepte tes excuses. Je peux te poser une question? Bien sûr. Le poste d'informaticien débutant que je t'ai proposé à 45 000 dollars. Combien gagnes-tu réellement? J'ai hésité à répondre, puis j'ai décidé qu'il méritait la vérité. J'ai touché 180 000 dollars l'an dernier, mais ma participation au capital vaut environ 68 millions de dollars à la valorisation actuelle. Il posa sa tasse avec précaution. Bon sang, j'ai gardé le salaire modeste. Je voulais que la plus grande partie de la valeur reste dans l'entreprise et je me suis assuré que mes premiers employés reçoivent de bons plans d'actionnariat. La richesse se construit d'elle-même si on bâtit quelque chose d'important. 68 millions, répéta-t-il. Valeur théorique, ai-je précisé. Je n'y pense pas trop. Ce ne sont que des chiffres tant qu'on n'a pas vendu. Nous avons discuté pendant encore 1 heure. Une vraie conversation, peut-être la première depuis l'enfance. Il m'a parlé de la pression qu'il ressentait pour continuer à gravir les échelons, pour toujours impressionner son père. Je lui ai parlé de la solitude qu'on ressent en construisant quelque chose, alors que tout le monde pense qu'on échoue. En partant, il m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi, ma sœur. J'aurais dû te le dire il y a des années. Papa a appelé vendredi. Je peux t'emmener dîner. Nous nous sommes retrouvés chez Jeffre, le bon restaurant de viande où il allait toujours pour les fêtes. Il s'est levé à mon arrivée, m'a tiré la chaise et a attendu que je m'assoie avant de s'asseoir lui-même. Un trac formel. Merci d'être venu, a-t-il dit. Bien sûr, nous avons commandé, bavardé un peu du temps, de la circulation à Austin. Puis les plats sont arrivés, et il a posé sa fourchette. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine, a-t-il dit. À quel genre de père j'ai été pour toi? J'ai attendu. Je pensais t'aider.
Toutes ces années à te pousser vers la stabilité, vers le choix de la sécurité. Je pensais te protéger de l'échec. Je sais, mais je ne te protégeais pas. Je me protégeais moi-même de la peur que tu échoues et que cela me fasse mauvaise figure. Par peur que tu réussisses d'une manière que je ne comprenais pas et qui me rabaisserait. Papa, laisse-moi finir. Tu as pris une grande inspiration. Tu as fait quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de faire. Tu as pris un risque énorme. Tu as parié sur toi-même quand personne d'autre ne le faisait. Tu as bâti quelque chose d'extraordinaire. Et au lieu d'être fier, je me suis senti menacée. Tu voulais que je réussisse. J'ai demandé, à tes conditions? Oui, et quand tu as insisté sur tes propres conditions, j'ai décidé que tu échouais au lieu d'admettre que je ne comprenais pas ce que tu étais en train de construire. Le restaurant bruissait de conversations feutrées autour de nous. J'ai lu l'article de Fortune 3 fois, poursuivit papa. Il y a une section où ils interviewent tes employés. Tu sais ce qu'ils ont dit sur toi? Je n'ai pas encore tout lu. Ils ont dit que tu étais le meilleur patron qu'ils aient jamais eu. Que tu te souviens du nom de leurs enfants. Que tu as fermé le bureau pendant une semaine à Noël dernier pour que tout le monde puisse être en famille. Que tu pleures quand tu dois te séparer de quelqu'un, même quand c'est nécessaire. Sa voix s'est brisée. Ils ont dit que tu avais bâti le genre d'entreprise dont tu rêvais à tes débuts. J'ai senti mes yeux s'embuer. Je suis si fière de toi, Émilie. Pas pour l'argent ni pour la couverture du magazine, parce que tu es devenue exactement celle que tu voulais être, et tu l'as fait sans renier qui tu es. Merci, papa. Peux-tu me pardonner de ne pas l'avoir vu? De ne pas avoir cru en toi? J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Il n'y a rien à pardonner. Tu as fait ce que tu pensais être juste. On ne peut rien faire pour ce qu'on ne comprend pas. Je veux comprendre maintenant. Alors pose des questions. Viens à mon bureau. Rencontre mon équipe. Laisse-moi te montrer ce que j'ai construit. Il m'a serré la main. J'aimerais bien. Nous avons terminé le dîner en parlant de SecureCore. Je lui ai expliqué la technologie en des termes qu'il pouvait comprendre. Je lui ai parlé de nos plus grands défis et de nos plus grandes fiertés. Il a posé des questions pertinentes. Il a vraiment écouté. En partant, il m'a serré dans ses bras sur le parking. Je t'aime, mon chéri. J'aurais dû le lui dire plus souvent. Je t'aime aussi, papa. SecureCore a atteint une valorisation de 180 millions de dollars comme prévu. Nous avons décroché le contrat du département de la Défense de 134 millions de dollars sur 3 ans. Forbes m'a classé parmi les 30 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes. Nous avons ouvert un 4e bureau à Singapour. J'ai acheté un appartement plus agréable. J'ai gardé ma Honda. Par contre, je portais toujours des vêtements Target la plupart du temps, même si j'avais maintenant quelques beaux costumes pour les apparitions médiatiques. Ma famille est venue à l'inauguration du bureau de Singapour. Toute la famille. Papa, maman, Marcus, Victoria, même tante Linda et oncle Robert. Ils ont rencontré mon équipe, vu l'entreprise, observé notre façon de travailler. Victoria a coincé mon directeur juridique et l'a bombardé de questions sur notre structure juridique. Marcus a passé 1 heure avec mon directeur des ventes à discuter. Stratégie. Papa se promenait, le visage empli d'émerveillement. Au dîner de célébration, il se leva pour porter un toast. Il y a 7 ans, dit-il, ma fille a créé une entreprise dans un minuscule appartement, avec pour seul bien une idée et une carte de crédit à découvert. Je lui disais qu'elle perdait son temps, qu'elle devrait trouver un vrai travail, qu'elle faisait honte à la famille. Un silence s'installa. Je me suis trompé sur toute la ligne, poursuivit-il. Émilie n'avait pas besoin d'un vrai travail. Elle en a créé 340. Elle n'a pas fait honte à la famille. Elle nous a montré ce qu'est le vrai courage. Elle n'a pas perdu son temps. Elle a révolutionné tout un secteur. Il leva son verre à Émilie, qui a su voir le potentiel quand nous ne voyions que la sécurité. Je regrette de ne pas avoir cru en toi plus tôt. Mais maintenant, je crois en toi. Tout le monde but. Je me levai et le pris dans mes bras. Et cette fois, je me suis permis de pleurer un peu. Plus tard, maman me prit à part. Tu sais ce que je regrette le plus? Quoi? Pendant toutes ces années à construire tout ça, tu l'as fait seule.
Tu ne nous l'as pas dit parce que tu ne pensais pas qu'on te soutiendrait. Et tu avais raison. Elle m'a caressé le visage. Je suis désolée que tu aies dû être forte sans nous. J'avais des gens, ai-je répondu. Mon équipe, mes mentors, mes amis qui croyaient en moi. Je sais, mais on aurait dû en faire partie. On aurait dû être tes premiers soutiens, pas les derniers. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis si fière de toi, ma chérie. Tellement fière. Aujourd'hui, en interview et en conférence, on me demande pourquoi j'ai caché mon succès. La vraie réponse est complexe. Oui, je voulais éviter le jugement et les exigences de ma famille. Mais je voulais aussi me prouver que je pouvais construire quelque chose d'important sans l'approbation ni le soutien de personne, que je pouvais réussir à ma façon, selon mes propres termes. La couverture de fortune ne m'a pas rendue célèbre. J'avais déjà réussi. Elle a simplement mis mon succès en lumière. Et c'est ça, être entrepreneur.